Fait que Vincent, merci d'être venu, d'avoir accepté notre invitation. Ben, merci de l'invitation. Bien chanceux. Je pense que tu peux même commencer avec ça. Je pense que c'est une nouvelle annoncée avec ATP. Oui, ben, ATP, c'est déjà notre 13e année d'activité. Puis cette année, on a fait un gros step, là, comme je vous expliquais un petit peu avant qu'on commence à enregistrer. Là, on avait 25 000 pieds carrés là, d'entrepôts, laboratoires et bureaux. Puis là, on est rendu à 60 000 pieds carrés. Fait que là, on va vraiment être on était déjà intégré. Là. On faisait l'achat des matières premières, on faisait la fabrication des produits, tout ce qui est capsules et poudres. Les seuls produits qui étaient fabriqués à l'extérieur, c'était les oméga-3, parce que ça, c'est des installations complètement différentes. Vitamine D et oméga-3, là, des liquides qui sont des lipides en même temps. Là. Okay. Puis on s'installe aussi pour être capable de fabriquer des liquides aussi. Fait qu'on sent bien que des nouveautés électrolytes prêts à boire, puis d'autres choses qui vont venir dans l'avenir. Puis ça va augmenter notre vitesse de production, ça va augmenter notre capacité de volume de production. Parce que notre plus gros défi présentement, c'est un beau défi, c'est qu'on fait face à une très grande demande. Ouais. C'est excellent, ça. Ouais, on a un bon pourcentage d'augmentation depuis les dernières années qui sont beaucoup plus élevés que ce qu'on pensait que notre pas bon. Ben ouais. On projetait, tu sais, on a toujours une augmentation. L'objectif en business, je dis tout le temps, tu as deux choix, tu avances ou tu recules. Là, tu peux pas faire du surplace. Fait qu'on on a tout le temps les objectifs d'augmentation. Mais ça a dépassé pas mal nos attentes. Puis en perçant le marché américain, mais là, on s'attaque à un autre monstre aussi. Là. Fait qu'on n'est pas capable de fournir présentement la demande qu'on a. Fait que là, avant d'aller dans un marché dans lequel on ne serait pas capable de fournir, mais on s'installe pour être capable de le produire. Exact. Qu'est-ce qui a été le truc qui a décollé le plus ATP? Y a-tu quelqu'un avec qui tu as fait un partnership ou qu'est-ce qui a été le moment marquant là, de l'histoire? C'est une très bonne question parce qu'il y a plusieurs événements qui sont durs à déterminer parce que souvent un amène l'autre. Là. OK. Mais je dirais que Charles Polquin. Oui, ben, c'est ça que j'avais en tête. C'est ça, Charles, tu sais, moi, ça a été mon prof. Moi, j'ai fait mon PICP avec lui. Je l'ai eu comme formateur pendant des années. Ça fait combien de temps, ça? Mais ça, écoute, Charles, il a embarqué dans la compagnie. Ben, il a embarqué dans la compagnie. Il a commencé à faire affaire avec nous autres. Par référer nos produits, je dirais... En 2015. Oui, en 2015, quelque chose de même. Parce que c'était avant qu'on fabrique. On a commencé à fabriquer en 2016. Avant, on faisait fabriquer à 2-3 endroits nos affaires, dépendamment de ce qu'on voulait. Là. On faisait du white label pour certains produits, puis d'autres, c'est nos formulations qu'on faisait faire ailleurs. Fait que Charles a embarqué avec nous juste avant qu'on soit... c'est ça, 2015. Je sais que c'est 2015 parce que j'avais été faire Bioprint en 2015. Puis dans le fond, tu étais là sur place. Puis dans le fond, il avait comme expliqué un peu le genre de partnership qu'il faisait. Ah, c'est ça. Écoute, c'est là qu'on a vu, mais on savait. Là, moi, je savais sa renommée internationale. Puis... l'influence qu'il y avait sur... c'est un grand influenceur du temps. Exact. Mais c'est ça. Ça existe. C'est ça. Il y a un aspect scientifique à son affaire, mais il y avait beaucoup aussi de gens qui buvaient ses paroles. Là, il aurait pu dire n'importe quoi, puis il l'aurait fait. Heureusement, c'était pas ça dans notre cas, là, mais il a parlé d'un de nos produits dans le temps qui s'appelait IGF2, qui est rendu Neuroprime. Là. Il avait dit que ça l'aidait à garder son cerveau performant. C'est un produit qu'on vendait, mettons, je vais dire X unités, là, puis on a fait x10 la semaine d'après. Fait qu'on a fait OK. Puis là, c'était des commandes partout dans le monde, là, de l'Australie, de la Malaisie, de l'Angleterre, tout ça. Fait que nous autres, on était born and raised Québec. C'est inconstant parce que j'ai fait ça moi aussi. Je l'ai commandé quand j'ai entendu ça. On était encore pas mal régional, je dirais. Puis on commençait à percer. On avait un représentant en Ontario. Puis nos affaires roulaient quand même bien, mais là, ça a fait vraiment un step. Là, on a eu une renommée tout de suite. On est allé. Là, il nous a installés dans ses protocoles. Fait qu'à chaque fois que dans les formations, nos produits étaient là. Fait qu'il y a des strength coachs de réputation internationale qui ont fait confiance à ça. Fait que là, ça nous a fait rentrer dans des pays où on n'était pas. Là. Comme l'Australie, ça a commencé fort grâce à lui. Des organisations, des organisations sportives et tout ça. Là. Fait que, c'est sûr que Charles avait une grosse influence, mais en même temps, c'est quelqu'un qui c'était qualité first là, dans son approche. Là. Fait que je pense que ATP Lab respectait vraiment son standard de qualité. Puis c'est drôle parce qu'en 2014, j'avais fait Biosignature avant que ça change, avant qu'il parte de son autre compagnie. Puis il avait parlé de toi cette fois-là. Je sais pas si avant ça, je te connaissais directement ou j'avais entendu parler de toi, je pense, et tout. Mais là, il avait comme dit, Vincent Comtois, il développe de quoi... c'est ça en 2015. En tout cas, il développe un produit de qualité parce qu'il a tellement été fatigant comme étudiant à me poser des questions. Moi, je pense qu'à un certain point, il était en train de m'haïr. Moi, je suis le genre de... C'est un peu...
j'aime ça, savoir le pourquoi du comment. Puis Charles, souvent, c'est rapide. Regarde, c'est ça le protocole. Là, c'est le même. Ouais, mais pourquoi ce produit-là, c'était le dos? Hey, c'est ça que je viens de dire. Là, tu sais, à un moment donné, c'était comme... Puis quand il m'a approché, quand il m'a appelé la première fois pour les produits, c'est qu'il était en train de faire des changements. Il faisait affaire beaucoup avec Metagenics dans le temps. Mm-hmm. Puis il y avait des formules qu'il aimait moins, puis il travaillait avec le laboratoire pour essayer d'avoir ses propres formules. Puis il commençait à avoir des produits de non-Polyquin, puis tout ça. Il y avait quand même une bonne gamme. C'est ça, c'est Metagenics qui faisait Polyquin à ce moment-là. La plupart de ses produits étaient faits par Metagenics. Okay. Il y en avait une couple de... Tu sais, il fait du cherry picking pour des produits qu'il n'y avait pas, là, mais je te dirais la majorité de sa gamme, c'était du Metagenics qui faisait du white label. Donc, c'était un produit Metagenics avec son étiquette dessus. Okay. Puis après ça, il est arrivé avec ses formules, mais là, c'était long développé, puis tout ça. Maintenant, le téléphone sonne, moi, Charles, moi, j'ai fait mes formations avec lui là, fin 90, début 2000, moi. Fait que, on est rendu 10 ans plus tard, là, je le croise des fois dans un séminaire, là, mais on n'a pas une relation étroite, là. Le téléphone sonne, moi, j'ai un numéro que je connais pas, puis je réponds, il parle un peu, les dents serrées, Charles. Hey, mon grand tabarnak, je viens de voir tes produits, là. Tu peux bien être fatigant, Calis, avec tes histoires, là. Toutes tes formules, je les veux. Wow. Fait que là, il dit, tu peux-tu me faire, au début, il voulait avoir des produits ATP, Polyquin. Je dis, écoute, Charles, nous, on travaille à faire du marketing. On n'est pas encore connus. On va changer de branding. Serais-tu à l'aise plutôt de faire une association, de pousser notre marque, puis on fera une association autre, puis penser à ça, puis le kit. Puis là, ça brassait un peu dans sa business aussi, avec l'histoire de son ancienne femme. C'est ça. Fait que là, il s'est dit, je suis peut-être mieux de me protéger puis faire d'autres choses que juste Polyquin, vu que Polyquin ne m'appartient pas à 100%, puis d'avoir de quoi sur mon... Fait qu'on a parti avec cette idée-là. Fait qu'on a commencé à rentrer, là, après sa séparation, des produits ATP à la place des produits Polyquin qui étaient des Metagenics dans les protocoles, puis là, ça a pris un envol. Puis la notoriété, c'est pour ça que je disais, c'est un peu dur de suivre après ça le fil de qui a fait quoi. Parce qu'on a eu des Brand Prentice, puis ça, des gars qui avaient des Andy O'Brien, qui ont des gros coaching dans le pro, là, c'est strength coach de Nathan McKinnon, puis de Sidney Crosby, c'est le même gars, là, Fait que lui, Nathan McKinnon, il rentre dans le vestiaire quelque chose, tout le monde, c'est comme, qu'est-ce qu'il prend, lui, tu sais. Puis il met affaire pour Sid, là, s'il commence à prendre quelque chose, nécessairement, les autres savent tellement comment il est anal, puis qu'il veut tout le temps avoir le best. OK, fait que, ça a fait une bonne traînée de poudre pour faire le jeu de mots. Pour faire le jeu de mots, mais ça nous a amené vraiment dans le sport professionnel. Puis après ça, on a développé le milieu universitaire. Puis là, aujourd'hui, nous, on fait rien dans ce côté-là, personnellement. On n'a personne qui a les pieds sur le terrain avec... c'est vraiment des strength coach de personne à personne qu'on rouvre à chaque année des nouvelles associations, que ce soit professionnel ou amateur. Je disais l'année passée, c'est quand même cool. Là, les gagnants du Super Bowl, c'est nos clients. Les Chiefs de Kansas City, ils prennent l'équipe de préparateurs physiques donne les produits aux athlètes. On n'endosse pas un athlète. Là, les produits sont investis. Même chose pour les Panthers de la Floride. Là. On avait même fait un produit qui s'appelle Pantacarb. On avait changé les étiquettes, puis on les avait fait Pantacarb, on les avait mis au logo de l'équipe et tout ça. Fait que, ils ont fait 2 finales, la finale de la Coupe Stanley l'année d'avant, puis ils l'ont gagné cette année. Tu as eu 2 équipes, dans le fond, qui ont remporté les plus gros championnats dans la même année. Oui, dans la même année. Wow. Fait que, ça, c'est un beau push commercial, ça. On s'entend que c'est pas juste ça, mais c'est le fun d'être là. Il y a bien du monde qui me disent, pourquoi vous n'en faites pas la promotion à plus grande échelle? Parce que, justement, nous, on rentre par la porte d'en arrière. On prend pas un athlète et on dit, garde, on va te payer, puis tu vas faire des publicités avec notre produit. C'est le strength coach qui dit d'utiliser ça parce qu'il pense que c'est le meilleur produit. Fait que l'athlète utilise le produit, puis on n'oblige pas à faire de promotion. On a rentré comme ça, nous autres, par la réputation des produits, la qualité, l'effet des produits. Puis c'est comme ça qu'on a tenu le... Je dis pas qu'à un moment donné, on ne prendra pas un athlète de haut niveau. On l'a déjà fait dans le passé, mais coût-efficacité, c'est pas la meilleure façon qu'on trouve de faire. Donc, c'est la notoriété du produit qui fait qu'on grossit. Puis à date, ça nous a bien servi comme ça. C'est pour ça que je contacte ça ici aujourd'hui, parce que ce que j'aime d'ATP Lab, puis je le dis souvent, puis c'est pas parce que tu es là, c'est que dans le fond, c'est qualité first. Puis c'est ça qui est le problème dans le domaine de la supplémentation, selon moi, c'est que c'est un peu un Far West, tu regardes en arrière, OK, tu sais, protéines, OK, c'est correct. Regarde comme il faut les ingrédients, puis même qu'à la limite, il y a certaines réglementations que c'est pas là. T'as pas besoin d'écrire tout ce qu'il est dedans. Au Canada, on est plus sévère qu'ailleurs dans le monde.
pas partout dans le monde. Si on va dans des pays comme le Japon, oui, ça, eux autres, là, c'est la ligne dure. Tu peux pas. C'est pas en Autriche aussi que c'est quand même. Ouais, puis en Suisse, il y a une couple de pays en Europe aussi, c'est plus compliqué. Mais si on parle en Amérique du Nord, là, aux États-Unis, c'est la FDA qui chapeaute les produits de santé naturelle, les médicaments, les aliments. C'est toute une même entité avec des divisions, mais c'est pas aussi régulé qu'ici. Ici, nous, on doit avoir un NPN pour produire un produit. Pour faire une demande de produit, de mise en marché d'un produit, il faut faire la démonstration de l'innocuité de ce qu'on veut faire de la formule. C'est-à-dire que les ingrédients qu'on a mis dedans, au dosage qu'on a mis, respectent une nomenclature qui existe déjà, ce qu'on appelle une monographie chez Santé Canada. Okay. Donc, tout ça tient en route. Là, fait qu'on voit qu'il y a un effort du gouvernement qui est fait de dire, regarde, d'abord, ne pas nuire. Il y a certains ingrédients qu'on interdit, comme les Fedra ou des affaires comme ça. Si tu mets de la caféine dans ton produit, tu n'as pas le droit d'en mettre plus que tant. Puis si tu mets telle affaire, il faut que tu mettes tel warning. Puis bon. Ils sont en train de réglementer ça de façon encore plus serrée. Okay. Mais il n'y a pas beaucoup de vérification de ce qui est fait après. C'est-à-dire que moi, je reçois ma licence de mise en marché de mon produit. Je le produis aujourd'hui. Là. Puis il me manque un ingrédient. Là. C'est de ma bonne foi de dire j'en mets ou j'en mets pas. Là. Si je me fais vérifier, je suis dans la merde. Mais comme ils vérifient très peu présentement, parce qu'ils ont peu d'effectifs sur le terrain, compagnies il y en a ceux qui veulent mal faire, ceux qui sont mal intentionnés dès le départ qui vont le faire. Puis après ça, il y a la loi du 80-120. C'est-à-dire que tu as une plante dans un produit, la plante n'a pas toujours le même niveau d'efficacité. Selon si tu l'as cueilli à telle date ou depuis combien de temps. Fait que, ça varie un peu, fait qu'il nous donne une marge de manœuvre. C'est-à-dire qu'elle peut être à 80% de ce qui est écrit sur l'étiquette. Donc 20% moins efficace ou 20% plus efficace. Donc 80-120. Mais tu es supposé avoir mis 100. C'est-à-dire que si tu mettais 20 mg, tu t'attends que le produit va être comme toi tu pensais dans tes analyses à tel. Tu t'es pas mis automatiquement toi-même 20% plus bas. Mais il y a des compagnies qui le font. C'est intéressant, ça. Ils coupent 20%, puis ils savent que s'ils se font vérifier, le 20% est déjà acceptable, donc il n'y aura pas de problème. Fait qu'ils font déjà 20%. Aller au minimum versus aller au maximum. Là, ils vont mettre 20% de moins dans tout, puis ils vont écrire sur l'étiquette 100%. Fait que tu as un produit castré de 20% en partant. Plus à part d'autres méthodes qui sont utilisées, comme du amino-spiking, par exemple, dans les protéines. Protéines de moins de qualité, ils vont rajouter une acide aminique cheap. Parce que quand on mesure le taux de protéines d'une protéine... C'est de la maltodextrine qui est ils vont mettre ajoutée pour que ça soit plus lourd? Oui, pour avoir le poids, puis être capable d'arriver avec le poids du baril. Puis là, tu te retrouves avec un produit qui a 20% moins de protéines. Puis en plus, ils ont coupé de la protéine, puis ils ont rajouté, par exemple, de la glutamine cheap qui était moins chère. Fait que si tu fais un spectromètre de masse pour mesurer le taux d'azote dans ton produit, mais ça sort comme s'il y avait X pourcentage d'azote parce que l'acide aminé répond comme si c'était une protéine à ce test-là. Ah ouais. Fait que, tu sais, si tu veux, c'est ça. C'est de la chimie, hein. C'est de la chimie, puis, tu sais, nous autres, on est confrontés, on le savait déjà. Moi, j'étais à votre place il n'y a pas plusieurs années, tu sais, j'entendais ça, mais je le voyais, je ne pouvais pas le vérifier. Là, je suis dans la fabrication, on a un département de contrôle qualité. Biochimistes, on reçoit des produits, des fois, tu sais, on regarde les étiquettes, on dit... Supposément, là, si je regarde l'étiquette, c'est un concurrent direct. Il y a la même quantité de protéines, c'est supposé être grass-fed comme le mien, puis que c'est 25% moins cher. Comment ils font? Comment ils font, là? Tu sais, m'amener, puis moi, je peux te dire, si je faisais juste de la protéine, je serais déjà plus en business, là, parce que c'est pas payant en protéine. Fait que je me dis, comment il fait pour lui pour faire de la business avec ça? Charles Pellequin, il avait dit, c'est un pot de protéines, on fait genre 2$. Ah non, c'est ça. Moi, c'est un client, mettons, je sais pas, un grossiste qui va acheter en volume, il dit, moi, t'as acheté ça à la palette, mais je vais prendre juste de la protéine, tu me donnes-tu un discount? Là, c'est comme tu me demandais de te payer. Il n'y a pas d'argent à faire juste avec les protéines. C'est un loss leader obligatoire d'en avoir dans une gamme parce que c'est ça qui fait en sorte souvent que tu as du shelf space. Tu as un gros pot, puis le monde va être ton logo, puis les gens prennent ce produit-là, donc ils veulent prendre ton produit, ils vont acheter d'autres choses. Fait que dans le blend de tout ce qu'ils consomment, tu vas te reprendre en quelque part, tu vas te retrouver à faire un profit. Mais les protéines, c'est pas payant. Fait que quand je vois une affaire la même, c'est sûr que on fait analyser le produit. Moi, je l'achète blind, puis on envoie ça au laboratoire, puis on dit, regarde, fais-moi une analyse. Écoute, j'ai vu des affaires, ça n'a aucun bon sens. J'ai vu des histoires d'horreur. J'ai vu des 10 grammes de protéines, puis il en marquait 27 sur le pot. Fait que... on n'a pas mentionné aussi qu'est-ce qu'ils vont mettre des fois pour leur donner le goût sucré, que je trouve que ça, c'est un... Ouais, ça c'est un domaine de... Tu sais, il y a des études sur des édulcorants chimiques. Il y a des déductions logiques qu'on peut faire, des études comparatives à court terme. Les dosages, c'est pas de noir sur blanc. Tu sais, je m'ostine souvent avec d'autres. Parce que, mais je m'ostine souvent.
j'embarque dans des conversations souvent avec du monde que je trouve que ça vaut la peine de le faire. Je dis souvent, si t'as pas d'intérêt à apprendre quelque chose, tu n'embarques pas dans la discussion. Moi, j'essaie pas d'embarquer dans quelque chose qui va juste me niveler vers le bas, puis finalement, je vais me faire juste blaster pour rien. Ouais. Mais le gars, c'est un docteur, puis il est brillant, puis il pose des belles affaires, puis à un moment donné, il parlait du ensure. Il disait que pour les gens qui étaient malades, c'était une bonne alternative qui remplaçait les repas. Là, ça m'a titillé un petit peu. Là, je dis, gars, je peux te faire une recette pour coûter la même affaire, là, mais ton monde, tu sais. Puis là, il me réécrit en privé, en me disant, tu sais, c'est quoi tes références pour dire que le sucralose, c'est pas bon, puis que la maltodextrine de riz qu'on met là-dedans, c'est pas bon. Soya aussi. Puis la protéine de soya, c'est équivalent à les protéines de whey. Là, j'étais comme, je regardais ce qu'il écrit, puis je regardais l'ensemble de son œuvre, j'étais comme, OK, t'es-tu payé pour dire ça? Parce que ça fait pas de sens. C'est ça, c'était complètement, tu sais, c'est une distorsion par rapport à tout le travail qu'il faisait de faire quand même le ménage dans le marché. Il dénonce bien des affaires. C'est bien fait. Mais ce bout-là, j'ai fait OK, il avait l'air d'un représentant danseur dans son speech. Dis-moi pas que la meilleure alternative, quelqu'un qui bat un cancer, c'est ça, là. Tu sais, là, tu me dis, ouais, ils ont besoin de sucre parce que le métabolisme est élevé puis ils brûlent beaucoup d'énergie. Oui, mais des glucides, tu sais, je veux dire, pas vite de même. Je dis, c'est sûr qu'entre rien puis ça, la question se pose. Ouais, mais dis-moi que c'est la meilleure affaire que tu peux faire là, quand tu n'as pas faim. Là. Ça s'est demandé si ces autres posts d'avant, c'était un coup de chance. Ouais, non. Ouais, il y a ça. Mais il y a des affaires de même. Tu dis, l'industrie a une tangente vers un bar, puis la science, tu peux l'utiliser un peu. Tu sais, tu peux faire du cherry picking, puis on pourrait débattre de bien des affaires, dire, j'ai un argument, j'ai un article qui prouve ça, j'ai une étude. Mais le gros bon sens, ça existe aussi. Tu sais, si tu me dis que tu vas édulcorer ton produit avec un produit 100% chimique, que sa composition chimique, c'est des atomes de chlore qui remplacent des atomes de sucrose. Ou de, tu sais, je vais te dire, ben écoute, moi, logiquement, j'ai le choix entre ça et d'autres choses, je vais prendre d'autres choses. Puis l'accumulation du sucralose, il y a des études quand même probantes qui prouvent que ça déstabilise le microbiote. Puis comme le microbiote, c'est individuel, la réaction d'un individu et un autre peut être différente. C'est trop variable. Je suis déjà en inflammation, je suis déjà en problème de dysbiose intestinale. Je rajoute ça, ça va être pire que quelqu'un qui n'a pas de problème. Fait que c'est dur de faire une étude comparative à court terme, comme ils font. Puis dire, on a vu... mais moi, sur le terrain, on le voit, là, des gens, ils prennent le pré-workout avec du sucralose, ils prennent une boisson avec du sucralose, ils prennent une protéine avec du sucralose, puis à un moment donné, ils disent, hey, j'ai mal au ventre, j'ai la diarrhée, j'ai ci, j'ai ça. Ben, écoute, il y a une logique, là, t'accumules des atomes de chlore qui sont des antibactériens. Fait qu'à 300 mg par jour, ça commence à faire de quoi, là? Absolument. C'est toujours ça, tu sais. T'as-tu une alternative plus santé, ça va être celle-là qu'on va prendre. T'as-tu une alternative plus de qualité, c'est celle qu'on va prendre. C'est ça, il faut comprendre que dans le domaine de la supplémentation, mettre le sucralose versus un stevia biologique, par exemple, ben, le coût est probablement plus bas. C'est sûr que c'est plus bas. C'est toujours ça. Tu sais, nous autres, on a eu un travail qui a été laborieux puis qui était risqué de dire, nous autres, on rentre dans le marché, on n'est pas connu, puis on se positionne comme étant plus cher que la moyenne. Fait qu'il faut vendre l'idée qu'il y a une qualité là-dedans, puis on va s'adresser à 5, peut-être 10% de la clientèle déjà existante, puis on va essayer d'éduquer les autres pour essayer de construire autour de ça. Mais mon idée, puis mes associés, notre idée était claire. La démarche d'ATP, c'était d'abord de faire mieux que les autres. Parce que moi, j'ai été strength coach pendant longtemps. J'ai fait ça pendant 30 ans de ma vie. J'enseignais en nutrition, puis mon officine, ma genre de petite boutique là, que j'avais dans mon bureau, là, c'était 12 compagnies pour 12 produits. Jamais les oméga 3 d'une compagnie, jamais multivitamine de une, jamais la protéine. C'était un casse-tête. J'ai pas de volume nulle part, j'ai pas d'escompte nulle part. Mon client, il reste à Trois-Rivières, il vient à Granby se faire son plan de nutrition, il veut racheter la protéine, il n'en trouve pas nulle part. La fois que j'ai envoyé ça par la poste, à l'époque, c'était un casse-tête. Fait que j'ai dit, un jour, on va avoir une compagnie qui est A à Z, là, c'était un no-brainer, tu peux acheter tout ce que tu veux là-dedans, tu vas être sûr de la qualité. Fait que ça, c'était l'idée derrière. Puis quand j'ai présenté ça à mes partenaires, il y avait un momentum, on avait les sous puis le timing pour le faire. Fait qu'on a parti ça, mais ça, c'était t'as mis la vision. La mission de l'entreprise, c'était l'intégrité, la qualité et la pureté des produits. Ça reste encore ça aujourd'hui. Puis c'est ça qui a fait notre réputation. Pourquoi on est dans des organisations sportives multimillionnaires, voire milliardaires. Là. Si on parle de NFL, Kansas City, c'est ailleurs. Là. Eux autres, tu dis, regarde, ce produit-là coûte 10$, celui-là coûte 300$, quel qui marche? Là? On va prendre ça. Ça fait qu'on n'est pas là dans l'échelle de prix, mais eux autres, c'est money is no object. Là. Puis ils font affaire d'une petite compagnie de Granby, Québec. Là,
Fait qu'il y avait du choix, mais ils ont tous fait la même affaire. Ouais. Pas capable pas de transparence, on ne sait pas comment c'est fait. On a pas, c'est dur. Nous, tout est ouvert. Là, je veux dire, Strength Coach va avoir une analyse de laboratoire sur le produit. On est Inform Sport aussi. Ouais. Fait que les produits sont testés par des laboratoires indépendants. Fait que ça, c'est rare. Là. Les laboratoires Inform Sport au Canada, on est 2. Puis au monde, on est 40. Puis on parle de laboratoires qui ont des chiffres d'affaires 10 fois le mien. Fait que nous, c'est un pain in the ass, c'est sûr. Ça coûte de l'argent, c'est du temps. J'envoie ça en Angleterre, faire tester. Ça prend des semaines avant que ça revienne. Il y a une perte de rentabilité parce que des fois, j'ai des délais qui sont non contrôlables. T'sais, ils me disent que 3 semaines, je vais avoir mon certificat de relâche, mais des fois, ça en prend 6. Là, je suis 3 semaines pour vendre un produit que j'ai en stock. Là. Le monde chiale après moi. On est encore BO. Je veux bien, là, mais des fois, c'est le fournisseur, des fois, c'est de ma faute, puis des fois, c'est les laboratoires externes, ils ont tous le délai, puis c'est le même. Là. Fait que nous autres, on essaie de produire. C'est pour ça qu'on fait le match qu'on fait là aussi. Être capable de produire en plus grande quantité pour manquer moins de produits, mais là, il y a toute une gestion aussi d'entreposage, de perte non plus. Hein. De cash flow aussi, parce que je veux produire de la protéine, c'est le fun. Là, j'achète le double de protéine. Après ça, j'en produis le double. Il faut jamais attendre quelque part. Là. Après ça, c'est ça. On achète ça, c'est pas vendu demain matin. Fait que les inventaires montent. Fait que c'est une logistique, mais j'ai un partenaire qui est très bon en gestion de logistique. Moi, ma job, c'est ce que je fais aujourd'hui. Là. Moi, je vends, je fabrique, je fais les recettes, si on veut, les formulations. Je travaille sur le dossier de préparation pour l'homologation des produits, la formation, mise en marché, marketing, tout ça, là, tout ce qui est produit. Puis, avec tout ça, as-tu le temps de faire encore du coaching? J'en fais un peu. Je fais un vendredi par mois là, de bureau comme tel. Puis j'ai des clients à distance un peu, mais c'est nutrition, en fait? Nutrition, entraînement un peu. Mais c'est tous des clients que j'avais déjà. Là. Pour la plupart, ou des références directes. Là, l'ami le conjoint de l'autre. Mais c'est des clients que ça fait des années que j'ai, puis ils ont toujours voulu continuer avec moi. Fait que je me suis gardé ça pour aussi avoir un pied sur le terrain. Pareil. Parce que j'aime ça, être capable de dire. Aussi des fois, c'est ça. On a sorti notre Inflamme Control. Là. Ouais. J'ai 2 clients qui ont la maladie de Crohn, j'en ai un autre qui a la maladie de Lyme. Je me garde mes cas qui vont m'intéresser un peu plus à travailler avec aussi. Là. Pas dire que les autres sont pas intéressants, mais je veux dire, un client qui a juste 5 livres à perdre, puis je vais le référer, puis je sais qu'il s'est pas mal pris avec quelqu'un d'autre, mais quelqu'un qui a quelque chose de complexe puis qui m'intéresse, mais je vais vouloir essayer de voir, OK, avec nos produits, ça fait une différence, mon approche, est-tu bonne? Fait que ça me garde sur le terrain, puis ça, c'est important, je pense. Fait que, comme l'Inflamme Control, je l'ai testé, même avant qu'on le commercialise, on avait des produits avec les pas de label, puis que je donnais ça à des clients, je disais, moi, des feedbacks, puis tout ça. Puis c'est drôle parce que un des très bons feedbacks que j'ai eu de mon client qui a maladie de Crohn, c'est que son chien a un problème de dysplasie de la hanche, puis il a des gros problèmes d'inflammation, le chien, il est quand même assez vieux. Puis, il a donné des inflammations par déduction logique, il a ouvert des capsules, il met ça dans sa bouche, puis le chien va vraiment mieux. Même toi, comment ça? Ouais, c'est ça. C'est la première affaire qu'il m'a dit. Fait que c'est des bonnes façons de tester parce que, tu sais, on a toutes les études cliniques, puis, tu sais, ça reste qu'on est loin du protocole d'études. Puis, les études sur les produits de santé naturelle, les suppléments, c'est majoritairement fait sur des ingrédients. T'sais, on a plein d'études sur la curcumine, on a plein d'études sur X, Y, Z. Mais tout le blend ensemble, qu'est-ce que ça fait? À quelle vitesse ça va avoir un effet? Y a-t-il des effets secondaires? Si tu bien toléré au niveau digestif? Là, c'est après ça, c'est cliniquement qu'on s'en rend compte. Puis on prend le feedback du monde, on est capable de s'ajuster après ça, de dire, bon, si on fait une reformulation éventuellement, on va faire un peu plus dans ce sens-là ou un peu moins, puis c'est de même qu'on s'ajuste. Là, parce que ça reste empirique. Là, il y a beaucoup de choses qui ont été faites avant sur lesquelles on peut se fier. C'est des produits qu'on connaît tous qui ont. Moi, j'avais des dada pour des produits que j'aimais beaucoup. Fait que je me suis inspiré de ça. Ouais. Après ça, on a des données techniques. Si on parle de vitamine D aujourd'hui, là, tu vivras pas assez vieux pour toute la littérature qu'il y a dessus. Non, c'est ça. Fait que, il y a des choses sur lesquelles on a des certitudes, d'autres choses qu'on a plus des appréhensions, des idées. Mais ça reste que le problème réel, c'est que la majorité des gens consomment des affaires qui savent pas que c'est quoi réellement. Ils achètent un produit que le produit... Puis c'est pas blasé. J'ai souvent ce discours-là, puis je veux pas avoir l'air du gars qui, c'est un speech marketing. Ouais, il y a d'autres bonnes compagnies. C'est ça, exact. Moi, je le sais que
je sais comment que tu vas avec la qualité en premier, puis moi, ça respecte mes standards de qualité, moi aussi. Fait qu'au centre d'entraînement, j'ai ATP Lab puis j'ai Design for Health. Ouais. J'ai 2 gammes de produits. Tu sais, je dis les autres, il y en a-tu d'autres bonnes peut-être? Moi, je sais que ça, c'est sa coche. C'est ça, parce qu'il y en a des compagnies qui sont, par design, des compagnies qui sont des compagnies de marketing auxquelles ils greffent un produit. Ils pourraient vendre n'importe quoi. Leur façon de faire, c'est le marketing en avant, puis on va vendre un produit dedans. Un peu comme les paliers multiples, c'est un peu ça. Là. Comme dans tout. Là, tu investis dans ton marketing, ça veut dire que tu investis probablement un peu moins dans le produit. C'est ça. Mais c'est la loi, moi, je m'amuse à dire que c'est la loi du 5$. Ouais. Nous autres, on met 4$ dans le produit, 1$ en marketing, puis il y en a qui mettent 4$ en marketing, 1$ dans le produit. Ils en vendent beaucoup plus vite, plus rapidement, mais c'est souvent des rise and fall. On entend parler de cette compagnie-là pendant 2-3 ans, par année. Parti. On n'entend plus parler. Mais il y a des excellentes compagnies, mais la plupart des excellentes compagnies sont des compagnies plus thérapeutiques. Moins de marketing, encore une fois. C'est pas eux autres que tu vas voir endosser des athlètes de très haut niveau, un peu comme nous autres, parce que je donne un contrat de 10 millions à un athlète. Si je veux finir mon année avec une rentabilité, moi, comment je fais mon profit? S'il ne m'amène pas de rentabilité demain matin, il faut que je coupe en quelque part. Moi, je ne veux pas couper en quelque part. J'aime mieux moins donner, prendre plus de temps, mais le produit va rester intègre puis la qualité tout le long. Nice. Vin, je veux t'amener un peu vers ce que tu discutais parce que tu as la partie pratique encore puis tu en as fait pas mal. De mon côté, puis je pense Yann pourrait dire la même chose, mais tu sais, des maladies de Crohn, puis des gens avec le IBS, puis même juste des dysbioses bactériennes. Qu'est-ce que tu as comme produit puis comment tu interviens avec ces gens-là au niveau nutritionnel? Qu'est-ce qui fonctionne en fait? Bien, c'est souvent... Le problème, c'est que quand on parle de système digestif, on parle d'intolérance qui peut être très individuelle. IBS, là, c'est un grand fourre-tout. Là. Le syndrome du côlon irritable. Tu te fais dire ça par ton médecin, tu dis, OK, je commence par où? Côlon irritable, oui, mais qu'est-ce qui m'irrite? Puis ça peut être variable aussi. C'est ça qui est assez spécial, c'est que le microbiote, c'est un organe. Ça a été défini par l'Organisation mondiale de la santé. Puis maintenant, on sait que c'est un organe en soi. Là. Fait que ton caca dans ton intestin, les bactéries qui sont là interagissent avec ton système nerveux, interagissent avec ton système hormonal. Il y a une complexité là qu'on n'a vraiment pas élucidée encore. Fait que, de prétendre qu'on sait tout là-dessus, c'est illusoire. Là. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a des grands irritants du système digestif puis qui sont très fréquemment dans notre alimentation. On parle des produits laitiers pour certains, on va parler du gluten pour d'autres, mais on va parler d'un paquet de produits transformés aussi qui peuvent avoir un impact. Fait que la première affaire, c'est d'y aller par une élimination. Là, c'est vraiment une diète éliminatoire. C'est pour ça qu'il y a tellement de presse sur les bienfaits de la diète carnivore sur la santé digestive, parce que d'abord, quand tu manges juste de la viande, tu élimines tout le reste. Tu as 99% de la merde que tu mangeais avant que tu manges plus. C'est pas tant la viande qui fait effet, c'est le fait que tu te boucles de la Ben oui, c'est ça. C'est le même truc avec la diète keto, là, sans évidemment toutes les éléments transformés. La plupart des diètes, c'est rare que tu vas avoir une diète le matin, un McMuffin avec café, 3 sucres, 2 crèmes, puis après ça, une clope avec 2. Fait que, tous les plans alimentaires, pour la majorité des gens, c'était mieux que ce qu'ils faisaient. La diète méditerranéenne. On pourrait toutes les nommer, méditerranéenne, keto, machin, c'est toutes des diètes par élimination. Qu'est-ce qu'ils ont tout en commun? C'est qu'ils éliminent toute la malbouffe. Fait que si tu élimines la crap, les agents de conservation qu'on n'a pas d'idée, des fois des colorants, des toutes sortes de bébelles, qui vont se retrouver dans ton alimentation, que tu calcules pas et que personne ne parle. C'est un peu comme mon histoire danseur de tantôt. J'ai dit ça au gars, j'ai dit, c'est l'équivalent de dire que un Big Mac, si tu as le cancer, ben c'est mieux que rien. Oui, je comprends que c'est mieux que rien, mais c'est une recommandation vraiment que tu fais là, en faisant ça. Tout est mieux que rien. Là, fait que, bon. Fait que dans ces types de diètes-là, tu vas avoir une élimination qui va se faire. Fait que, moi, je fais souvent cette approche-là d'avoir une alimentation qui est assez monodiète au début. Pour si j'ai une réaction avec le client, ben que j'avais pas 70 éléments à vérifier. Mettons, le matin, je vais donner des œufs avec un fruit, juste un. Puis après ça, le midi, ça va être toujours du riz avec X. Puis je vois quelque chose de très... Puis après ça, on va regarder, 2 semaines après, comment ça va. Ça va bien, parfait, je rajoute à la place. Je vais monter à partir de rien plutôt que de donner trop d'affaires et être obligé d'éliminer. Fait qu'une diète d'élimination, c'est le même que ça marche. Contrôler le plus possible, qu'est-ce qu'il y a. Idéalement.
Fait que après ça, mais sûr, tu peux jouer sur les mécanismes inflammatoires. Tu vas aller... un grand oublié présentement, puis ça, je vais en faire une parenthèse aussi au niveau de la qualité, là, c'est les oméga-3. Ça a été très populaire il y a 20 ans. Ça a été oublié un peu, revenu. Ouais. Ça a tendance à avoir des cycles. Mais dans la supplémentation, moi, c'est un des suppléments, sinon le supplément le plus important. Parce qu'on a, dans notre alimentation, tellement d'oméga-6. Ouais. On a tellement de processus pro-inflammatoires que la membrane même des cellules a besoin de phospholipides de qualité. Puis si tu n'as pas le ratio oméga-3, oméga-6 qui est dans le bon sens, ça veut dire que tu as beaucoup trop d'oméga-6. Parce que le ratio idéal, si tu regardes la littérature, c'est 4 pour 1. Donc 4 fois plus d'oméga-6 pour d'oméga-3. Puis il y a des études qui disent 6 pour 1. Ça, je pense que 6 pour 1. Ouais, 6 ou 4 pour 1. On est encore loin du 24-28 pour 1 qu'on est rendu dans l'alimentation nord-américaine. Fait que le nord-américain moyen mange 26 fois plus d'oméga-6 que d'oméga-3. Fait que ton corps part... Juste avec une alimentation régulière. L'alimentation nord-américaine. On parle pas du gars qui est 3 fois par semaine au resto, 3 fois par jour au resto. Là. Ben, c'est pire. Là. On parle d'une moyenne. Fait que là, c'est moyenne nord-américaine. Si on s'en allait en Méditerranée, on serait moins pire, mais c'est sûr qu'on serait moins pire. Puis au Japon, c'est encore bien moins pire. Ouais. Puis dans les populations, en comparaison, entre le Japon, la Méditerranée et l'Amérique du Nord, la grosse différence, c'est la qualité des gras qu'on consomme. En termes de sucre, on peut se débattre là-dessus, mais le gras, il y a une grosse différence. Tu manges des poissons de qualité, puis tu manges de l'huile hydrogénée dans des frites, on est ailleurs. Là. Mais le Nord-Américain moyen mange énormément de gras riches en oméga-6, puis traités artificiellement, par des procédés de ce monde-là. À haute température qui vont rendre la molécule trans. Fait que ça, c'est pro-inflammatoire. Puis dans tous les processus de maladies dégénératives ou chroniques, l'inflammation est toujours là. Il y a toujours un marqueur d'inflammation qui a un build-up, puis ça, c'est auto-entretenu. Fait que d'abord, moi, c'est ça, exclusion pour essayer de réduire l'apport en pro-inflammatoire, puis aller avec une alimentation qui est riche en anti-inflammatoires. C'est pour ça notre Inflamm Control, c'est un produit que ça faisait longtemps que je voulais qu'on aille. Tous les strength coachs sont contents parce que les autres, ils pensent toujours blessure sportive. Là, inflammation, j'ai mal aux genoux, mal aux épaules. C'est pas que ça. Là. Ton gars qui a tout le temps mal en quelque part, qui récupère pas, mais il est dans une inflammation systémique. Là, les joueurs de hockey, là, c'est pas tous des cooks. Là, puis, ça a évolué énormément dans les dernières années. Mais il y en a beaucoup, des gars là-dedans qui mangent un peu n'importe quoi. Puis dépendamment du métabolisme. C'est au McDo. C'était Morton dans ce McDo. Dépendamment du métabolisme que tu as, même la provenance d'où tu viens. Il y a le cas de Lars Eller qu'on pourrait remettre tantôt dans la boucle, qui est un Danois qui est arrivé ici, il ne filait pas pantoute. Il s'est mangé ici au Canada. Il s'est dit tabarnak, c'est quoi votre bouffe? Fait ça, c'est un fait. Fait que les oméga-3, c'est hyper important pour rebalancer ça. Enlever une partie. Si tu peux te ramener déjà à 16 pour 1 plutôt que 24, 26 pour 1, c'est déjà bon. Ben ouais. Puis si ton pour 1, je le monte à pour 3 parce que je rajoute des oméga-3 sur le bord, mais là, ton ratio va se ramener. Puis tout change parce que là, on parle de la membrane même des cellules. On parle pas juste d'un effet anti-inflammatoire, défaire un mécanisme inflammatoire induit. On parle de prévenir à la base qu'il n'y en ait pas d'inflammation. La composition même des cellules. Puis des oméga-3, il y a un backlash présentement. Moi, je me tiens au courant parce que je suis là-dedans. Là. Il y a beaucoup il y a des influenceurs. Et que j'aime pas ce mot-là. Là. Non. Moi, quand j'étais jeune, ma grand-mère, elle me disait « Laisse-toi pas influencer. » C'est ça. Aujourd'hui, on suit des influenceurs. Je sais pas si on a fait une bonne affaire. En tout cas, on n'a pas écouté en tout cas, il faudrait avoir les credentials de la personne qui parle. Déjà, ça serait une bonne affaire. Parce que c'est frustrant de voir que, on travaille pour faire un travail qui est quand même difficile, juste en compréhension pour les gens en général, de comprendre de quoi on parle. Ouais. Puis là, quand il commence à comprendre, à prendre des bonnes habitudes, il tombe sur quelqu'un à un moment donné et lui dit exactement le contraire. Donc là, il retombe aussi fourré qu'il était au début. Lui, il a un following. Il a 50 millions de followers. C'est ça. Moi, j'ai 5000 followers, il y en a 50 000. Il est vraiment meilleur que moi. C'est ça. Fait que les oméga-3, présentement, il y a un backlash. Puis je comprends parce qu'il y a des études qui sortent qui prouvent ce qu'ils disent. Le problème qu'il y a, c'est d'où vient tes oméga-3? Oui, parce qu'elle est faite en Chine. Là, exactement. Depuis la pandémie, il y a eu énormément de chamboulements au niveau de l'exportation de certains produits. Il y a eu des downs de production qui ont été faites. Puis il y a eu du remaniement qui a été fait dans l'industrie parce qu'il y a plusieurs compagnies qui, pendant un temps, ils n'ont pas été capables de survivre. En tout cas.
Puis les oméga-3, il y a toute une question de pêche responsable, de pisciculture là-dedans, puis d'exportation, puis tout ça. Fait que le prix a augmenté de façon exponentielle. On parle de 35 à 40 % d'augmentation du prix de la matière première dans les 2 dernières années. Fait qu'il y a beaucoup de compagnies qui faisaient des oméga-3 corrects, voire de qualité. Ouais. Puis là, ils ont fait comme 35 %, moi, j'arrive plus. Ouais. Ils sont revirés vers un fabricant de la Chine. Ouais. Puis c'est pas du China bashing, là. C'est la réalité qu'en Chine, tu peux avoir du très bonne qualité, mais tu peux avoir du très mauvaise qualité. Puis quand tu contrôles pas, ça veut dire que tu n'es pas sur place, tu sais pas ce que tu vas te retrouver dans ton produit. Fait que tu peux avoir une première batch qui est meilleure que la deuxième, puis c'est pas... C'est Charles Poliquin qui disait c'est comme mettre ta langue sur un pare-choc tellement qu'il y a des métaux lourds. fait que dans l'oméga-3, tu peux avoir un produit qui est oxydé, parce que ça, il y a des études, il y a une étude faite par le Consumer Guide qui avait sorti dans le début des années 2000, qui est l'équivalent du Protégez-vous ici, là. Mm-hmm. Puis il avait pris des produits d'oméga-3 dans des pharmacies, dans des magasins d'aliments naturels, mais pas qu'à l'affaire. Je pense qu'il y en avait une trentaine de produits qui avaient été testés. Puis 80 % étaient déjà rances dans la bouteille. Wow. Parce que le produit n'est pas stable. Tu sais, je veux pas des oméga-3, là. C'est supposé être protégé par des antioxydants. Dans la chair du poisson, c'est pas pour rien que le poisson est rouge ou de chair foncée. C'est parce que ça vient de l'astaxanthine. Mm-hmm. Ça, c'est un antioxydant qui va protéger l'oméga-3 de l'oxydation. Okay. Une fois que tu l'extrais, tu ne remets pas de l'astaxanthine dans ton produit ou un autre antioxydant puissant, et il va s'oxyder à l'air, c'est épouvantable. C'est pas pour rien que ça sent pas, puis dès que tu l'extrais, parce que ça prend tout de suite, ça vire aussi vite que tu coupes une pomme qui va s'oxyder à l'air, ton oméga-3 va s'oxyder rapidement. Fait qu'il faut que tu mettes, si tu prends ta pomme, tu la coupes en deux, tu mets un peu de jus de citron, tu la laisses sur le comptoir, demain, t'es encore belle. La vitamine C va avoir un effet antioxydant sur ta pomme. Ben, dans les huiles, ça prend des antioxydants qui sont liposolubles. Fait que ça, c'est un travail aussi de dire quel antioxydant puis quelle quantité vous t'en mettre. Mais d'abord, la provenance du produit. Nous autres, on en jette au Chili et en Norvège uniquement. Notre produit a augmenté un peu de prix sur le terrain, mais nous autres, il nous coûte beaucoup plus cher. Fait que nos marges de profit ont baissé, mais on a voulu continuer à faire ça. Ouais. Puis on est allé chercher une organisation pour tester le produit qui s'appelle IFOS. International Fish Oil Standard. Eux autres, on envoie le produit, on envoie le baril, c'est-à-dire que le fabricant qui le fait pour nous envoie un échantillon de l'huile avant qu'on la mette dans la bouteille. Puis après ça, on a un produit fini qui est envoyé là-bas aussi. Wow. Okay. Eux autres testent le produit fini. Ils checkent s'il est oxydé. Après ça, ils regardent s'il y a des métaux lourds, s'il y a des BPC dedans. Puis si ce que tu dis sur l'étiquette est bon, là, tu dis qu'il y a tant de PA, DHA dedans, c'est sûr qu'il y a dedans. Ouais. Puis ils donnent un rating sur 5 étoiles sur le lot que tu as. Fait que toi, tu vas sur IFOS. Puis là, tu regardes les compagnies qui sont là, tu fais ATP Lab, tu prends ton numéro de lot, stick de ton produit, tu rentres ça dedans, clique, tous les tests qui ont été faits sur le produit sont là. C'est sécurisant, par exemple, pour le client, moi, je trouve. Là. C'est ça, parce qu'un produit qui n'est pas IFOS aujourd'hui, même le fabricant, lui, il reçoit le produit, puis il ne sait même pas, là, parce que il y a peu de fabricants d'huile, parce que c'est complètement de la distillation moléculaire, puis c'est tout pressé à froid, c'est des installations complexes. Il faut que tu en fasses du volume pour que ça soit rentable. Tous ceux qui vendent des oméga-3, à peu près, ne fabriquent pas leurs oméga-3. Ils les achètent ailleurs. Fait que quand tu achètes ailleurs, puis tu prends un certificat d'analyse, puis c'est la seule chose qui valide ton produit, tu peux avoir toi-même, comme fabricant, des surprises. Fait que nous autres, on ne voulait pas se fier juste aux fabricants. On s'est dit, on va prendre un third party, on va envoyer notre produit, puis on va vérifier si tout marche. Hein. Fait que pour le client, c'est la même chose pour le client, c'est que lui, il peut vérifier. J'ai acheté ce produit-là, j'ai acheté n'importe où, tu l'achètes n'importe quel magasin, j'ai mon numéro de lot, je m'en vais là. OK, c'est ça que je prends, c'est ça que je consomme. Puis le prochain lot va être testé, puis ça arrive qu'on a des variantes. C'est arrivé qu'on a eu une petite variante de 10 % de PA-DHA qui est un peu moins fort. Ça reste un être vivant, cette affaire-là. Fait que le PA-DHA est un peu moins concentré. Puis ils nous ont envoyé une notification pour dire ben vous allez, si vous avez encore ça, vous allez devoir changer votre étiquette, sinon nous autres, on ne peut plus vous approuver. Fait qu'on a renvoyé, puis ils nous ont donné un rating de 4 étoiles plutôt que 5 étoiles sur 5 sur ce batch-là, parce que il y en avait 10 %. Mais eux autres, c'est ça. C'est nice. Mais ça dépend, j'imagine, le poisson, comment c'est nourri aussi. Poisson bien nourri, écoute, tu sais, c'est de la sardine dans le choix du maquereau, nous autres, qu'on utilise. Fait que, tu sais, si tu 40% maquereau ce fois-ci, puis 40%, les autres, ils prennent des oméga-3, là. Fait que, dépendamment de la pêche qu'ils ont, tu sais, c'est là que tu vas dans vraiment le début de la chaîne, tu sais. Bon, il y a eu plus de maquereau cette année. Ça a été une pêche miraculeuse, mais les oméga-3, on est plus de maquereau. On a plus de DHA, de PA, whatever. Est-ce que tu peux juste prendre ça
de l'eau, en fait? C'est juste des poissons ou tu peux en avoir dans des mammifères, exemple? Oh oui, définitivement, ça dépend à quoi ils sont nourris. Tu sais, tu vas avoir des animaux qui sont grass-fed. Quand dans leur viande, ils vont avoir... un grass finish, là. Ouais. Okay. C'est ça. Dépendamment du type de grain qu'ils vont avoir, ils vont en avoir dans leur chair. C'est plus cher, par exemple. C'est beaucoup plus cher, puis tu n'as pas les mêmes concentrations. Tu vas avoir, ça va te prendre beaucoup plus de produits, là, en termes de poids, par exemple, pour avoir la même concentration d'acide gras essentiel. Mais ça existe. Okay. Puis quelqu'un qui se nourrirait, exemple, avec la viande grass-fed, grass-finish, aurait un dosage, évidemment, d'oméga 3 différent dans son au niveau cellulaire. Le ratio, il y aurait moins d'oméga 6 déjà en partant, fait que le ratio serait amélioré. Parce que nourrir à l'herbe, habituellement, ils ont moins de... Tu sais, l'ensilage puis tout ça, là, c'est essentiellement du maïs puis du soya. Fait que là, t'as un ratio d'oméga 6 qui est beaucoup plus élevé. Tu viens d'enlever ça. Fait que, en baissant le ratio dans la viande, ben, même si l'animal n'a pas tant d'oméga 3 que ça, on a beaucoup moins d'oméga 6, ça t'apporte juste par effet... l'essai de ratio. Ratio, ça va déjà être plus. Je disais iForce, mais juste faire un parallèle, M-Form Sport, c'est exactement la même chose. Quand vous avez un produit qui est M-Form Sport avec le logo dessus, chaque produit, chaque lot est envoyé pour être testé. Puis vous pouvez aller faire la même démarche, tu vois, sur le site M-Form Sport, ATP Lab, tu rentres ton numéro, clique, tous les tests sont là. Est-ce que je pense que vous avez quasiment tous les produits qui sont M-Form Sport, hein? Pas tous. La gamme rouge au complet. Ouais. Puis tous les produits qui sont populaires chez les athlètes. Par exemple, la multivitamine, le zinc, le magnésium, des choses comme ça. Okay. Parce qu'il y a un coût rattaché à ça, puis il y a un temps. Là, fait qu'il y a des produits qui sont peu consommés, par exemple. Je dirais, je sais pas moi, le Sinner Sleep, qui peut être bon pour un athlète, mais c'est pas un produit qui est uniquement pour les athlètes ou focusé pour. Fait qu'on l'a pas on les a pas toutes faites... moi, ce que je leur dis à mes athlètes, c'est qu'ils n'ont pas à s'inquiéter, mais s'ils veulent vraiment être sûrs qu'ils ont le logo M-Form Sport, ils peuvent se concentrer sur ceux-là, mais je dis, connaissant comment ils sont minutieux sur la qualité de produit, je pourrais mettre ma main au feu que tu pourrais le prendre et qu'il n'y a pas de danger, mais... Écoute, si on pouvait dire ça pour vrai, on n'aurait pas besoin de le faire homologuer. Tu vas être surpris de ce que je vais dire, mais... On a eu une inconformité sur une matière première avec un fournisseur avec qui on faisait affaire depuis 10 ans. Là. Okay. Puis la matière première est arrivée, on a fabriqué le produit, on a envoyé le produit, puis M-Form Sport nous a rappelé, il disait hey, c'est pas correct. Marche pas, là. Il y a une inconformité. Quel ingrédient? Il y a 4 ingrédients dans le produit. Fait que là, on a envoyé ingrédient par ingrédient, on a renvoyé ça. Puis on dit hey, c'est tel produit. On s'est retourné vers le fabricant. Pas le fabricant, mais le fournisseur. Puis on a dit hey, ton produit n'est pas conforme. Il dit pourtant, fait que là, on a dit, regarde, envoie-nous un autre échantillon, puis tout ça. Puis ils ont fait l'investigation chez eux. Puis eux autres, cette compagnie-là de matières premières a été rachetée par un holding en Chine. Puis ce produit était fabriqué, exemple, aux États-Unis. Puis il a été transféré dans une usine en Chine pour être fabriqué. Puis cette usine-là fabriquait d'autres produits qui ne sont pas reconnus par la WADA. Puis il y a eu une contamination croisée. Fait que, quand tu dis il faut que ça soit testé. Moi, c'est pour ça que ceux qui ne sont pas testés, moi, j'ai des strength coach, j'en ai un qui est en Angleterre, puis lui, il entraîne des dizaines de gars d'MMA, des gars dans UFC, puis tout ça, puis les gars sont tous testés. C'est 3, 4, 5 tests par année. Là. Dans le sport de combat, il y en a beaucoup de tests à ce temps-là. Fait que, il me dit. Ouais, il a fait une Christy de bonne job là-dessus. Une grande partie grâce à lui. Ouais, parce que là, il y avait des gars qui ça n'avait pas de sens, les affaires. Là. Le gars, il arrivait à 170, il y avait un gars de 185. Il y a Hendrix qui n'a plus jamais gagné un combat après. Il y en a eu plusieurs, là, qui avait l'air on connaît ça un peu là, dans le bodybuilding. Là, tu regardes ça, lui, il est pas c'est un peu louche. Fait que, c'est ça. Fait que, tu sais. OK, mais c'est intéressant, ça. Je savais pas. Ben, c'est bon. En même temps, si c'est des sports que tu es testé, ben, tu t'assures avec le logo que tu es safe. Puis moi, même affaire pour le backlash. Si tu testes positif, nous autres, pour qu'une matière première rentre chez nous, nos laboratoires sont informed choice. Fait qu'on peut pas rentrer une matière première connue comme étant bannie. Toutes les substances bannies. Moi, je peux pas rentrer de d'ephedra dans mon fabriqué pour un autre client qui est en Chine ou whatever. Par contre, sinon, tu as un risque de contamination. J'ai un risque de contamination croisée, puis eux autres, ils viennent m'auditer puis ils regardent une matière première, ils disent, regarde, si tu cours après le trouble, ou on a voulu faire un produit maintenant avec du CBD dedans, non, mais il peut avoir des traces de THC, puis ça peut tester positif. Fait que CBD, tu peux pas avoir ça dans ton usine. Fait que on a un cahier de charge. Là. Fait que c'est sûr qu'on rentre pas volontairement de matière bannie. Mais une contamination croisée, on n'est pas à l'abri de ça. Fait que tous les produits qui sont testés avec le logo, c'est testé, c'est prouvé. Le produit qui ne l'a pas, 99% des chances, il n'y aura pas de contamination croisée, mais la fois que ça va arriver, ça peut arriver. Puis ça ne prend pas grand-chose. Une contamination croisée,
C'est effleurer une matière première qui est détectable. Ça veut pas dire qu'elle a une action physiologique. Ça veut pas dire que si tu le prends, tu vas avoir un problème ou tu vas avoir une réaction ou même un avantage. Mais tu peux tester positif. Avant, ils testaient... tu peux détecter une cuillère à soupe dans une tasse d'eau. La star, ils peuvent... une cuillère à soupe dans une piscine olympique. Là. Wow. Fait que les tests antidopage d'aujourd'hui... Ce qui s'est passé avec Sinner au tennis? Il était comme... il avait été comme testé positif. Finalement, ils l'ont comme clairé parce qu'il y a eu une erreur. Ce qu'ils font à cette heure, c'est qu'ils font un échantillon A et un échantillon B. Fait que l'échantillon A, habituellement, s'ils testent positif, c'est le premier qu'ils vont tester. Après ça, ils vont te donner un temps de latence. L'échantillon B, il y a une bonne diminution ou disparition. Ils vont dire que c'était une trace que tu avais dans le système. Fait qu'ils vont te donner une chance des fois juste pour dire, regarde, à la lumière de ce qu'on a vu dans les deux échantillons, physiologiquement parlant, ça ne pouvait pas avoir d'effet au dosage que tu avais au moment où tu étais testé. Fait que tu n'avais pas d'avantage aujourd'hui, parce que on s'entend là-dessus. Là. Moi, je prends des stéroïdes pendant 25 ans, j'arrête pendant un an, je vais faire une compétition, j'ai un avantage celui qui n'en a jamais pris. M'a testé négatif, j'ai un petit avantage pareil. 25 ans de juice. Je me suis buildé pareil avec ça. Là, fait que bon, mais c'est un peu ça qu'ils font parce qu'il y a tellement de produits qui peuvent rentrer en interaction d'autres. Puis il y a des molécules aussi. C'est pour ça les produits de plantes, on a plus de difficultés à les faire homologuer parce qu'il y a des plantes qui ont des principes actifs qui ressemblent à des métabolites d'anabolisants. Qui vont étrangement, la molécule, elle va avoir un pont X qui va être différent, mais l'ordinateur fait étrange. Fait que là, c'est tout ça, c'est pas ça. Fait que là, on est obligé de faire un test de comparaison. C'est qu'ils prennent la molécule réelle, puis ils vont prendre notre molécule, puis ils vont faire une comparaison, puis là, ils vont dire il y a une affaire là, différente. Donc, parce que les principes actifs des plantes peuvent ressembler facilement à des molécules très biochimiques là, qui ressemblent à des médicaments. C'est pas mal plus précis que tu sais, je savais déjà que tu faisais une job précise, mais c'est le fun de t'avoir aujourd'hui pour parler de ça parce que là, moi, l'enjeu tout le temps, c'est quand le parent avec l'enfant, surtout au hockey, puis ils pensent que les poudres, c'est des stéroïdes. Là, on est encore là souvent. Des fois, oui. La créatine. C'est ça. Moi, je veux juste... Je peux pas te laisser partir, évidemment, sans te poser la question, mais exemple, pour un joueur de hockey qui a un budget là, entre 100 et 150 pièces. Ça, je vais poser une question. Par mois, mettons. Ça serait quoi ton go-to, là, que ce soit pour récupération ou sachant que la plupart des joueurs de hockey, c'est quoi? C'est l'école. Ils jouent au hockey après l'école, puis des fois, il y a le sommeil, il n'y a pas juste le côté performance. Les parents pensent qu'il faut qu'ils prennent des protéines, il faut qu'ils prennent de la créatine, mais ça serait quoi? Tu trouves l'enjeu majeur qu'on devrait réguler avec une extra supplémentation pour ces jeunes-là? C'est une bonne question parce que on faudrait analyser cas par cas, mais si on parle, on fait le big picture. Je te dirais que le produit le plus important pour un athlète, pour la récupération, puis pour la performance, ça reste les protéines, pareil. Parce que si tu regardes l'alimentation de ces jeunes-là, puis ils sont influencés aussi par d'autres athlètes qui vendent un peu de affaires, on est encore dans les céréales Vector, là, comme étant un déjeuner complet avec des bonnes sources de protéines, puis manger des carbs avant l'entraînement. Fait qu'ils sont dans l'auto avant de pratique, ils vont manger quelque chose de sucré ou ils vont boire une boisson sucrée si c'est pas, comme j'ai vu, mon gars, il joue junior au hockey, là, il joue dans le simple lettre, mais quand même... Là, c'est de voir le kid arriver avec son Monster à l'arena. La kékane, là, pas la canette, là, mais tu sais, fait que, tu sais, la majorité, quand on analyse, parce que moi, j'en ai fait beaucoup de joueurs de hockey, là. Puis quand on fait le journal alimentaire, tu sais, qu'est-ce que tu manges présentement? Je faisais l'addition, le gars devant moi, il pèse 180 livres, il mange 110 grammes de protéines par jour. Puis le jour 2, il en a mangé 90, puis l'autre 100. Il n'est pas capable de rencontrer ses minimums. Fait que récupération, surtout s'il est en build-up, s'il est jeune puis il veut continuer à prendre de la masse puis que le kit avec le volume d'entraînement, je te dirais que c'est la première affaire. Ça se compense par l'alimentation, mais ça devient plus compliqué. Parce que ça prend un déjeuner protéiné. Tu sais, ceci, c'est quoi, là, tu fais la démarche de dire, moi, il faut que je mange 200 grammes de protéines par jour. Quand tu manges juste alimentaire, tu manges, là. Tu sais, c'est des repas de 200, 250 grammes de protéines. Puis au déjeuner, j'ai mangé un œuf. T'as 10 grammes de protéines. 9 grammes, Good. Continue, tu sais. Mange un à l'heure. mais encore, tu sais. Fait que c'est souvent, on surévalue l'apport protéiné. Tu sais, les kids de hockey qui ne mangent pas assez de carbs, il n'y en a pas. Sont rares. Hein? Non, je suis d'accord. Fait que, mais assez de protéines. Fait que moi, ce serait la première affaire. Dans les équipes juniors, c'est encore poussé qu'ils mangent leur spaghetti et leur pain avant la game. C'est ça. C'est beau l'énergie, mais tu sais, faut savoir que tes réserves d'énergie, tu les refais facilement. Les réserves de glycogène, tu les déplies, tu remanges, tu les refais. Mais la journée que tu utilises
tes protéines comme source d'énergie. Le catabolisme, ça, c'est pas quelque chose de... Fait que tu récupères moins vite, puis finalement, tu vas avoir des risques de blessures qui vont augmenter ta performance, puis surtout si tu veux gagner de la masse au travers de ça. Ouais. Ton développement. Ton développement, tu sais. T'es un kid de 14-15 ans, puis t'es déjà grand, parce que souvent, ils sont grands, puis ils sont pas... Mon gars, c'était pareil, tu sais, mais ça, c'est 3, puis il est rendu à 175, mais il n'y a pas si longtemps, il pesait 150 livres. Ouais. Tu le regardes en équipement de hockey, là, c'est fou. Quand il arrive dans le coin, il va plier en deux. Les gens vont se taper dessus. C'est ça. Fait que, tu sais, ça, c'est, je te dirais, puis c'est encore un mythe. Tu sais, on mange assez de protéines, ou c'est pas bon pour les reins, ou c'est l'histoire. Hey, la protéine qu'il y a là-dedans, là, c'est la même que tu as dans ton repas, c'est juste que tu en poudre. Là, il y a encore énormément de mythologie. Dans le hockey, ça progresse, mais ça n'a pas progressé aussi vite que d'autres sports. Ouais. Puis on a bien d'autres sports là, que. Le football, sont beaucoup plus éduqués à la nourriture. Ouais. Mais les gars ont besoin. Comment je dirais ça? Mais les joueurs de football, ils ont l'habitude de s'entraîner 2 fois par jour. C'est comme de faire de la musculation, mais à la limite off-season 2 fois par jour, vu que leur saison est courte. Fait qu'eux autres, déjà là, d'avoir une alimentation puis une supplémentation plus adéquate, on dirait que c'est déjà dans leurs mœurs. Ouais, au hockey, ça joue au hockey. Puis il y a plusieurs positions, mais c'est quand même un mindset de muscle guy. Ouais. Le football, soit musclé. Au hockey, c'est skills. Le gars, son équipement sur le dos, t'as un Len Hanson, il peut te déculotter, il paye 160 livres. Ouais. Mais t'as pas un joueur de ligne qui fait ça. C'est sûr que le wide receiver, ça peut être, ou le kicker, mais l'ensemble de l'équipe, c'est des gros gars. Là. Ben oui. Fait que tu perces pas si t'as pas le gabarit. Tu peux pas te faufiler, là. Tu peux pas devenir un joueur de ligne, même si t'es. Fait que les gars, ils ont tout ce mindset-là, masse musculaire, force, puissance. C'est inculqué dès le très jeune âge. Fait que l'alimentation des joueurs de football, c'est un peu plus ça vient avec la supplémentation. Tandis que dans le hockey, c'est un peu quelque chose de plus nouveau. Il y a eu beaucoup juste des stimulants, là, du Sudafed, de l'éphédrine, des affaires, là, c'est juste allumé, mais ouais, mais. C'est les fameux Rip Fuel qu'on prenait dans l'époque. Je sais pas si tu viens de ça, les Rip Fuel. Twin Lab. Ça marchait. Ça marchait jusqu'à temps qu'en 3e période, tu faisais pouf, vers là-bas. Ou à part le fait que tu fais de la tachycardie puis le kit, fait que tu t'épuises à un moment donné, c'est ça? Ben, c'est ça. Tu pars tes pulsations cardiaques, t'es déjà sur l'adrénaline avant le match. Puis là, tu prends des choses qui les fédéra d'un stimulant de même. Tu prends tes pulsations, t'es à 160, t'as pas embarqué sur la glace encore, là. Rendu en 3e, quand t'es rendu en 3e, tu t'abandonnes, ça fait 1 heure que j'étais à 180 over puis je récupère plus. J'ai fait des folies là-dessus. Non, mais je disais, des fois, tu contrôles même plus rien. C'est ça, tu prends des mauvaises décisions. Oui, effectivement. Fait qu'un pot de protéines, mettons, régulier, on parle autour de 90, là, je me souviens. Oui, c'est ça. C'est pour l'équivalent de quoi? Non, je pense que 1,6 ou 1,8 kg, dépendamment. Ça dépend toujours. Si tu prends la protéine concentrée de protéines de whey, qualité-prix, c'est quand même pas trop cher. C'est un produit autour de 80$ pour 1,8 kg. Mettons qu'il nous reste une soixantaine de dollars là, à peu près. Tu irais avec quoi après ça? Même, juste une parenthèse, c'est un travail économique de faire ça. Un scoop de protéines, 25 grammes de protéines, ça devrait 120-130 grammes de viande. Si tu fais 130 grammes de viande, 47 fois, ça coûte bien plus cher que ton pot qui a 47 scoops de protéines dedans. Est-ce que ça s'équivaut, par exemple, Vince, d'un point de vue digestif? L'effort que ça prend pour mastiquer, exemple, 30 grammes de protéines versus le boire one shot. C'est sûr qu'en termes de digestibilité et d'absorption, t'es beaucoup plus vite avec une poudre. T'as pas à passer le processus, comme tu disais, de malaxer. T'as pas à broyer l'aliment, le malaxer dans l'estomac, après ça, l'absorber, ça s'absorbe tel quel. Il y a le désavantage que si tu le bois trop vite, tu peux en passer tout droit. C'est pour ça que je dis au monde, c'est un aliment liquide. C'est pas une boisson. Une boisson, tu cales ça. Mais là, si tu fais ça avec un pot de protéines, un scoop de protéines ou 2 scoops, puis tu t'envoies ça derrière la cravate en 2 minutes, tu peux penser qu'il va en faire. Le monde boit ça comme un verre d'eau, exemple. Je viens de finir mon training, je suis déshydraté, je prends mon shake de protéines. Faut tu prends le temps de l'insaliver. Moi, je dis que c'est une affaire de 15 à 20 minutes après ton entraînement. Tu continues, tu peux mixer avec quelque chose à manger aussi. Moi, souvent, c'est ce que je donne à mes clients. Je vais leur faire prendre un peu de gras, un peu de glucides, une pomme avec des noix, un classique, puis tu vas boire ton shake tranquillement. On passe workout pendant des années. C'est un bodybuilding, mais ça peut être un hockey, mais affaire. Moi, je mangeais un bol de griot avec des fruits, puis mon shake à côté. Je prenais une bouchée de griot, je prenais une gorgée de shake, puis tout le kit. Mais au moins, j'avais mes carbs, j'avais mes protéines, mais j'avais pas d'affaire qui était trop lourde. Manger un steak après un workout, t'as pas faim de manger ça. Puis tu le manges là, mais 2 heures plus tard, quand il vient le prochain meal, t'es pas, fait que le kid qui vient de jouer au hockey, il peut prendre son shake,
sans sauter son souper. S'il prend une source de protéines masticable, mais c'est un repas de plus. Ça veut pas dire qu'il va avoir l'appétit pour le faire. Ça veut pas dire que les parents ont le goût de faire ça aussi. Puis c'est peut-être pas le seul kid de la maison. Il y a plein de réalités. Puis si le kid est en pension en plus, mais là, c'est encore plus compliqué. T'sais, ils ont des budgets en pension. Là, souvent, le gros plat de lasagne. Après ça, c'est le pâté chinois. Puis bon, on roule avec ça pour la semaine. Mon classique avec la Supreme Beef, moi, c'est vraiment une scoop dans du yogourt. Avec des petits fruits. Je trouve ça écœurant. Tu peux te faire un pudding facilement. Tu mets la même quantité d'eau que tu mets de poudre. L'équivalent d'un scoop juste d'eau. Ça, dans un petit ramequin, tu vas à la mixette parce qu'à la cuillère, tu n'as pas assez d'eau pour que ça fasse un beau mélange. Puis tu mets ça au frigidaire, puis ça se mange à la cuillère comme un pudding. Là, ça a la même texture, même goût qu'un pudding. C'est à s'y méprendre. Fait que. Il y a des belles recettes à faire avec ça. Protéines. Puis ça, c'est une affaire que je donne à des gens malades aussi. Des gens qui n'ont pas beaucoup d'appétit. Ils vont avoir un manque de protéines. Ils vont manque de protéines, ils vont toujours garder le petit dent sucré, pareil. Une personne âgée qui fait de la sarcopénie ou quelqu'un qui est malade, qui est en cacaxie, un cancer, je me stinais un peu avec mon docteur. Il n'y a pas besoin de tant de sucre que ça parce qu'on sait que la cellule cancéreuse, c'est une bébête à sucre. Son métabolisme, il est mal fait, fait qu'il n'est pas capable de métaboliser des gras efficacement, des corps cétoniques. C'est pour ça que la diète cétogène, pour certains types de cancers, c'est bien intéressant. Fait que des gens malades, moi, je leur donne une diète riche en protéines. Tu veux qu'ils préviennent la fonte musculaire parce que la vitesse à laquelle tu perds ta masse musculaire, c'est la vitesse à laquelle tu dépéris, puis c'est un déterminant de ta longévité. Là. Absolument. Fait que le petit pudding, ça fait le job. Là. Mon associé, sa mère est décédée d'un cancer, puis dans les derniers 1000, c'était pas mal la seule affaire qu'elle aimait manger. Elle trouvait qu'il y a bien des affaires avec la chimio qui goûtait pas bon, et tout ça, mais son petit pudding au chocolat, ça passait. Fait que tu sais, c'était un truc aussi le fun. Absolument. Puis dans le fond, pour revenir, tu ferais quoi? Protéines, glutamine, peut-être, vu que c'est ces athlètes qui poussent la machine? Moi, j'irais plus avec créatine. Le glutamine, c'est glucoformateur en absence de glucose. Ça a un effet sur le système immunitaire, tout ça, mais tu sais, dans le low-hanging fruit, là, mettons, tu dis, regarde, j'ai un on-budget. Créatine, c'est hyper intéressant aussi. C'est regardé de haut par plusieurs en disant, j'en ai trop musclé. C'est performance, ça. C'est nootropique. Au niveau du cerveau, c'est incroyable. Là. Il y a des nouvelles études sur l'effet nootropique qui sont incroyables. Ça faisait. Moi, mettons que tu jouais 2 en 2, puis là, quand tu joues la première game, quand je jouais pro, tu dors pas super bien après une game. Tu es comme des tics nerveux pendant que tu dors, tu donnes un coup de pied à ta femme, puis quand tu que tu es encore joué en train de jouer une game. Avec ton sommeil, il est jamais super bon. Tu es souvent sleep deprived. Puis je trouvais que la créatine, le lendemain, ça me réveillait plus qu'un café. Mais c'est nouveau qu'on sait ça, hein, parce que moi, j'ai suivi le topo, là, ça fait depuis 1990 là, avec la compagnie EAS qu'on a traduit ça dans le bodybuilding. Puis c'est encore un des suppléments ou le supplément le plus efficace pour la récupération et le gain de masse musculaire. Mais on a associé ça au gain de masse musculaire parce que le monde prenait plus de masse musculaire avec ça. Mais pourquoi? C'est que tu as plus de capacité à l'entraînement et tu récupères plus vite. Si moi, je suis capable de faire 2 reps de plus avec 10% plus de charge, puis je répète ça dans le temps, c'est sûr que j'ai un gain. Il n'y a pas un gain associé directement à l'utilisation du produit. Le gain, c'est la capacité. Fait que déplace ça dans une autre activité sportive, comme un sport d'explosion comme le hockey. Tu es plus explosif, tu récupères plus vite dans tes chiffres, puis tu peux le refaire plus souvent. Mais au niveau du cerveau, les neurones, la mitochondrie fonctionne de la même manière. Puis la créatine passe efficacement la barrière hémato-encéphalée. Fait qu'on regarde les études de ralentissement de dégénérescence au niveau cérébral, augmentation de l'acuité cérébrale, diminution des dépressions. Ça a d'autres actions intéressantes. Là, c'est la créatine puis les femmes. Là. Il y a eu un gros point dans la dernière année. Là, on entend parler de ça. Puis même, ça a été très populaire. Puis ça, c'est une des influences, parce que c'est une influenceuse qui a parlé de ça. La première. Puis ta grand-mère, ça. La fille un peu style avec des fesses de brésilienne. Puis elle disait que son secret pour avoir des fesses de même, c'est... Écoute, moi, mes clients, on a manqué de créatine, nous autres, puis mes clients, ils auraient payé n'importe quoi. Là. Ils disaient, on a de la demande, c'est juste des filles. Et cette fille-là, elle a réellement une influence parce qu'elle a influencé un autre, puis on répétait la même affaire. Mais là, c'était rendu que dans le monde de l'influence, la créatine, ça faisait grossir les fesses chez les filles. C'est ça le problème. C'est très spécifique. C'était bon au départ, je crois que ça. C'est une mauvaise bonne idée, mais tu sais, c'est ça. Bon, ils ont peut-être eu des gains ailleurs, mais tu sais, c'est juste pourquoi ça a parti en vrille comme ça, puis qu'il y a eu une demande aussi importante chez les filles, c'était ça, l'influence au départ. Fait que ça donne une idée des fois que...
Je me demandais, tu sais, à un moment donné, si on n'était pas pour finir par avoir un bout à ça, mais Einstein, il disait deux choses infinies. Hein. L'univers et la stupidité humaine, puis il n'y avait pas la certitude complète que l'univers, là, mais pour la stupidité, t'es sûr. Fait que là, on regarde ça aller, puis ça se détériore. C'est malheureux parce que moi, j'ai des clients, puis ça devient plus dur pour être coach ou le vivre. Oui. Parce que tu te bats contre un influenceur qui a 50 000 followers. C'est ça. Tu donnes un plan alimentaire. Ouais, mais. J'ai entendu dire. Il dit, j'ai vu telle affaire, puis là, il dit que tel. Ah, ouais, c'est ça. Avant, on n'avait pas ça. En préparation physique, tu donnais le plan de préparation, la périodisation. Le gars s'en allait avec ça, puis il n'y avait personne autour pour lui dire quoi d'autre chose. Là, il arrive chez eux, son TikTok, il suit des. Hein? C'est pas le même qui fait ça. Puis lui, il fait pas telle affaire. Puis comment ça, moi, je fais ça. Puis lui, il est plus gros que moi. Ben, il est meilleur que moi. Puis là il remet en question le coach, pas l'influenceur. Le pire que je vois, là, c'est que c'est la gang de jeunes ados là, qui s'entraînent tous avec Econo Fitness. Là, puis là, la fois, c'est moi qui fais leur programme d'entraînement. Puis là, ils mettent en doute l'approche que j'ai. Parce que j'ai entendu dire que j'étais comme, ouais, laisse faire ce que tu as entendu dire. Là. Pas mal, ça marche. C'est ça. Il faut continuer à faire la job qu'on fait, là, de démystifier tout ça. Puis il faut commencer à un moment donné à ramener aussi dans la discussion le gros bon sens. Tu sais, il y a un gars, à un moment donné, il m'écrit, ouais, mais tu sais, t'as dit ça dans un podcast. As-tu une étude là-dessus? J'ai dit, jamais ils font une étude là-dessus, c'est parce qu'on va vraiment avoir épluché le côté stupidité. Là, parce que j'ai dit, moi, si je vois une étude qui a été faite, Charles Bolquin va sortir ça, je n'attribue pas la phrase que je vais dire. Là. La journée que tu vas sortir une étude pour dire qu'un coup de pied d'un couille, ça fait mal, là, c'est parce qu'on est rendu épais. Fait que si on est obligé de faire un protocole de un placebo, un qui reçoit des coups de pied, puis l'autre qui ne reçoit pas, puis voir qui regarde à un moment donné, il y a des affaires qui sont obvious, qu'on dit en anglais, qui sont vraiment, qui sautent aux yeux. Fait que je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas de logique dans leurs affaires, dans leur approche, puis tout ça. Les parents me disent, ouais, mais il est tout le temps fatigué, le kid. Ouais, mais il se couche à quelle heure? Il est tout le temps sur sa tablette. Il joue au hockey 3 fois par semaine. Des questions simples. Des questions simples. Puis là, je ne cherche pas à compenser qu'un médicament ou un supplément. Il faut que tu changes sa routine. Là, ça marche pas. Tu sais, le kid qui prend des psychostimulants pour aller à l'école, qui joue au hockey, puis à cause de ça, il n'a pas faim, puis le kid, puis il vient de me voir, moi, puis ils sont rendus 4 mois dans la saison. Là, qu'est-ce que je fais avec? C'est plus compliqué ta question que qu'est-ce que tu me demandes. Là. Parce que moi, je te dis d'arrêter son psychostimulant d'un matin, il ne réussirait pas à l'école. C'est juste ça qu'il y a comme béquille. Mais c'est à cause de ça qu'il ne mange pas. C'est à cause de ça qu'il ne récupère pas. Fait que qu'est-ce que je fais? Là? Ben, c'est là que, par contre, la supplémentation peut quand même aider. Là, comme on parlait de protéines. La supplémentation peut aider. Puis après ça, me dire, regarde, là, la saison a commencé, mais il va falloir que tu aies une approche off-season pour essayer de trouver quelque chose pour compenser. C'est ça. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'enfants qui n'ont pas besoin de psychostimulants, c'est pas ça le débat, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont vers des solutions d'une pilule. Il faut que ça marche là. Mais là, la société est montée comme ça présentement. Ben, on le voit avec l'Ozempic, pour la perte de poids, c'est un autre débat. Là, méga fléau. Là. On réinvitera juste pour ça. Ouais, tout le monde veut l'Ozempic. Puis il y a plein d'autres molécules qui sortent. Puis, au début, l'Ozempic, c'est un organisme de GLP-1, puis c'est quelque chose qui va aider au niveau de la sensibilité à l'insuline. On n'explique pas le mécanisme complet. Mais l'objectif, c'était de traiter des diabétiques de type 2 avec ça. Là. Puis là, ils se sont rendus compte qu'ils perdaient du poids. Fait que là, c'est un peu comme le Viagra dans le temps. C'était un médicament pour l'hypertension pulmonaire, puis c'est devenu un médicament pour la dysfonction érectile. Parce que c'est plus payant de vendre ça de même. Fait que ils vendent plus cher le médicament depuis qu'il y a un effet cosmétique que son effet physiologique réel. Le Viagra, quand ça sortit au début des années 90, ça se vendait 25$ la pilule. Quand ils donnaient ça au petit père qui faisait de l'hypertension pulmonaire, là, c'est quelques sous la pilule. Même molécule, mais ils ont dit, lui, pour avoir une érection. Pour bander bien dur, il va payer 25$. Parce qu'ils ont fait un survey, là, c'est une belle histoire, cette affaire-là, mais ils ont engagé une compagnie de marketing pour faire un sondage pour demander aux gens, parce qu'ils posaient la question de même. Comment tu serais prêt à payer? Si vous aviez, parce qu'on ne parle pas que vous en avez une, si vous aviez un problème de dysfonction érectile, combien seriez-vous prêt à payer? La moyenne, ils ont fait une moyenne. Prenez 100$. Fait qu'ils ont fait leur pitch avec ça. C'était un peu spécial. Fait que ça a baissé parce que de la compétition, les brevets ont tombé, mais dans les débuts, là, c'était cher là même. Fait que c'est un peu la même affaire au niveau de tout ce qui est tendance. Là, la tendance des produits d'amaigrissement qui sont des produits hormonaux. Fait que quand on parle d'hormones, on n'a jamais une action singulière. C'est toujours une cascade d'un hormone. J'influence une hormone, j'influence une autre, j'influence l'autre, j'influence l'autre.
Ça se peut que toute cette cascade-là soit maintenue par le médicament ou le produit, mais ça sous-entend que je dois prendre ça toute ma vie. Le jour où je l'enlève, là, cet effet-là part avec. Là. Exact. Puis le débalancement que j'ai causé sur les autres hormones va tout se rebalancer par le fait que j'interromps une. Mm-hmm. On n'a pas ces réponses-là présentement. Là. Absolument pas. Fait que, tu sais, on n'a pas d'études. On penserait que oui, mais on ne le sait pas. C'est bon. Merci Vincent, une vraie encyclopédie. Exact. On pourrait parler toute la journée. Ça serait intéressant de ramener ça sur la table parce que c'est un sujet chaud. Puis je pense que c'est important que les gens comprennent que tu peux pas remplacer une perte de poids efficace sur le long terme par du Ozempic. Là. Non, ça l'expose aussi le problème réel que le monde ne veut pas se mettre d'en face, que dans notre société, pourquoi le monde prend du poids, c'est parce qu'ils ont une mauvaise gestion de leur glycémie. Parce que si c'était pas le cas, c'est pas un médicament qui règle la glycémie 100%. Qui est fait maigrir. Fait que ça ramène le débat sur la malbouffe puis tout ça, puis toutes les tendances alimentaires. Fait que ça, on pourrait parler aussi des alternatives éventuellement. Très sharp. Merci, Vince. Merci. Yes. Merci.